Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va revenir sur Apple Intelligence avant iOS 26.4. C'est parti. D'ailleurs, si tu aimes les nouvelles technologies et les jeux vidéo, pense à t'abonner. Bon, déjà je voulais revenir sur l'intérêt de cette vidéo. Cette vidéo a surtout pour but de faire un état des lieux d'Apple Intelligence avant la sortie d'iOS 26.4 et le nouveau Siri. Mais aussi de prendre du recul sur Apple Intelligence après un an. Et ne vous inquiétez pas, quand le nouveau Siri sortira, on en reparlera. Bon, le contexte est posé et revenons sur un point. Apple, l'intelligence est selon moi divisée en deux grosses parties. Le nouveau Siri et les fonctionnalités IA apportées dans les applications. Oui, le nouveau Siri est ultra attendu et Apple a axé une grosse partie de sa communication autour de celui-ci. Mais bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire et le déboire de ce Siri 2.0. Pour cela, il y a plein de vidéos et plein d'articles sur internet. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous parler des fonctionnalités IA qui sont apportées dans les applications et l'usage que l'on peut en avoir au quotidien. Et comme dit dans une vidéo, j'utilisais de base très peu ces fonctionnalités, sauf pour les fonctionnalités de réécriture que j'utilise d'ailleurs au quotidien. Mais j'ai voulu retester ces fonctionnalités et essayer de les intégrer dans mon quotidien, afin de vous faire un retour. J'écris toutes mes vidéos sur Pages, que ça soit sur Mac ou bien sur iPhone, et lorsque j'écris des messages, parfois j'ai tendance à faire trop long. Et c'est là qu'interviennent les fonctionnalités de réécriture. C'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise le plus depuis le début d'Apple Intelligence. Déjà, c'est bien pour savoir si on n'a pas fait de faute d'orthographe, mais le côté réécriture, notamment lorsque je ne suis pas fan d'une tournure de mes phrases, c'est plutôt cool. D'ailleurs, lorsque j'appuie sur ce bouton d'Apple Intelligence sur mon Mac, il me propose la fonction résumé, et ça me résume le début du texte de cette vidéo par exemple. Et parlons-en de cette fonctionnalité résumé, entre le résumé des notifications, le résumé des messages vocaux, le résumé des mails, résumer un article, etc. C'est une fonction très pratique au quotidien. Mais attention, cette fonctionnalité n'était pas parfaite, il y a eu cependant quelques petits couacs de mon côté. Mais bon, on est très loin de ce qui s'est passé au début d'Apple Intelligence où Apple avait carrément dû retirer cette fonctionnalité temporairement. En fait, je n'utilise pas vraiment cette fonctionnalité uniquement pour me baser dessus, mais plutôt pour avoir un aperçu de si cette notification est urgente ou pas, et si cela doit être traité maintenant ou bien que cela peut attendre le soir une fois que je suis rentré chez moi. Revenons rapidement sur les notifications prioritaires qui fonctionnent plutôt bien. Maintenant, est-ce que c'est la fonction du siècle? Je pense pas. D'ailleurs, en parlant de notifications, revenons sur l'une d'entre elles, les appels et le filtrage d'appels. Lorsque vous recevez un appel d'un correspondant inconnu, l'iPhone peut demander le motif de l'appel et vous l'affichez sur l'écran. Et c'est à vous de décider de répondre ou pas. Et j'avoue que c'est très pratique au quotidien. Autre fonction très pratique, c'est notamment lors des temps d'attente d'un appel. En fait, votre iPhone peut vous mettre en attente un appel et l'iPhone vous préviendra lorsque celui-ci reviendra. J'avoue que cela m'a été très utile. Côté message, il y a les Genmoji et c'est très clairement une fonctionnalité dont je me suis rappelé en faisant cette vidéo. Je la mettrai dans la même catégorie que les Animoji ou bien les Memoji, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque nous communiquons, il arrive que nous voulions supprimer un élément d'une photo avant de l'envoyer. Et c'est là qu'intervient la gomme magique. Bon, cette fonctionnalité est connue depuis des années, mais sur l'iPhone, ce n'est arrivé qu'en 2024 sur l'application photo de base. Et oui, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est pas folichon. Vous l'avez déjà entendu partout, mais c'est vrai. Autant pour des choses simples comme enlever la pomme sur cet iPhone 16 Pro, ça fonctionne très bien. Ou bien sur cette photo si je souhaite enlever ce qu'il y a au milieu. Mais dès que l'on commence à enlever des choses plus complexes, comme par exemple cette boule géante au marché de Noël dernier, ah oui, c'est très cracra. Mais est-ce que l'on s'en sert réellement tous les jours? Tout dépendra de chacun. Toujours dans les images, il y a Image Playground, qui au passage a bénéficié d'une nouvelle icône lors du passage à iOS 26. J'avais oublié cette existence, c'est dire à quel point je ne m'en servais pas. Quand on s'essaye de s'amuser avec, c'est drôle et mignon, comme dans ce cas, nous avons un chat devant une tour Eiffel sur une plage. Mais alors au quotidien, je ne m'en sers absolument pas. D'autant plus que c'est très limité et autant utiliser un Gemini ou bien un ChatGPT pour ce genre de choses qui sont infiniment plus efficaces. Sinon, il y a quand même une fonctionnalité que je trouve plutôt cool, c'est la création de souvenirs dans l'application photo. Ça fonctionne plutôt bien et ça permet de faire un petit montage photo très rapidement. Toujours dans l'image, passons à l'intelligence visuelle. En gros, le Google Lens d'Apple. Bon, cette fonctionnalité peut s'activer de différentes façons. Via le bouton caméra contrôle des iPhone 16, 17 et R. Au départ, cette fonctionnalité était prévue pour être au départ une exclusivité des iPhone 16, qui eux bénéficiaient du caméra contrôle. Puis Apple a sorti l'iPhone 16e et se sont rappelés que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max étaient eux aussi compatibles Apple Intelligence, mais n'avaient pas le bouton caméra contrôle. Ce qui fait que vous pouvez l'activer soit via le bouton action, l'écran de verrouillage ou bien le centre de contrôle. Bon, dans la réalité, ça donne quoi? Ça fonctionne très bien, le résultat est convaincant, l'interface est très simple d'utilisation et les animations sont chouettes. Mais il n'y a rien de révolutionnaire dedans. Maintenant, il y a un petit twist à tout ça, ça fonctionne via ChatGPT. Tout est dit. Toujours dans l'intelligence visuelle, on peut l'utiliser notamment lors des captures d'écran, ce qui correspond à la fonction entourée pour rechercher sur Android. Et c'est vrai que je trouve cela moins pratique que sur Android. Sur iOS, vous êtes obligé de faire une capture d'écran, mais ça fonctionne et c'est le plus important. L'intelligence artificielle fonctionnant avec ChatGPT, revenons sur le Siri que nous avons actuellement. Oui, cela reste une évolution du Siri
que vous avez sur les produits non compatibles Apple Intelligence, déjà de par son interface. Un contour autour de l'écran, contrairement à l'ancienne animation que l'on avait là par exemple pour une Apple Watch. Et ce Siri est divisé en deux, l'ancien Siri et le fait de devoir toujours apporter à ChatGPT. En fait, j'ai l'impression que l'on est passé du fameux « voulez-vous que je recherche sur le web » à « voulez-vous que j'utilise ChatGPT ». Et même si l'idée peut sembler intéressante sur le papier, vu que l'on utilise les serveurs d'OpenAI, ça permet d'avoir une transparence au niveau de la vie privée pour l'utilisateur. Mais justement, ça manque de transparence dans l'utilisation. Et je trouve cela plus rapidement de lancer directement l'application ChatGPT ou bien Gemini, ayant remplacé personnellement ChatGPT par Gemini récemment. Maintenant, on va attendre le nouveau Siri basé sur Gemini pour voir ce que cela donnera sur le terrain. On a vu tout ce qu'apporte Apple Intelligence aujourd'hui. Maintenant, je voulais revenir sur quelques points et les voici. Apple Intelligence tourne en partie en local. Oui, c'est bête à dire, mais c'est pas récurrent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Apple Intelligence demandant au minimum une puce M1 ou un A17 Pro ainsi que 8 Go de RAM. Et pour l'avoir testé sur deux iPhones différents, le 15 Pro Max et le 17 Pro, on ressent quand même une exécution plus rapide et une chauffe moins prononcée sur le 17 Pro. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont toutes disponibles pour tous les appareils compatibles, cela ne m'étonnerait pas que dans le futur, certaines fonctions soient réservées aux modèles plus récents pour garder une bonne expérience utilisateur. On a parlé d'intelligence artificielle dans toute la vidéo. Apple est en retard face à la concurrence, c'est un fait, que cela soit face à un Pixel ou bien Samsung Galaxy, etc. Mais il y a un paradoxe. Apple fait des ventes records dans le monde des smartphones. Il suffit de voir le succès fulgurant des iPhone 17, et pas besoin de regarder que les chiffres, regardez dans la rue le nombre d'iPhone 17 Pro et Pro Max que l'on peut croiser. Alors je sais, il y a plein d'éléments qui font que cette génération soit un succès. Déjà, c'est une bonne génération, le renouvellement des smartphones qui est en train de se faire, le changement de design pour les modèles Pro, etc. Mais quand même, là où on entend que partout Apple est en retard, le grand public, lui, achète ses iPhones en masse. Et si l'on faisait trop autour de l'IA sur smartphone, tel que l'on entend aujourd'hui bien sûr. Car oui, le grand public utilise plutôt un ChatGPT ou un Gemini plutôt que ce que l'on nous vend sur smartphone. Je pense que plutôt l'usage de l'IA soit plutôt dans d'autres domaines que celui des smartphones, comme le médical, le marketing, le commerce, la cybersécurité, etc. Et ça, c'est un sujet que l'on pourrait parler pendant des heures et pourquoi pas peut-être le développer dans une future vidéo si ça vous intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée, si elle t'a plu n'hésite pas à la commenter, à la liker et puis à t'abonner. Allez, à plus!